jardin du Luxembourg, ce matin de mars, Séraphine Valtier tenait un éclat de verre brisé entre ses doigts et le levait vers la lumière froide du ciel. Elle n'était pas seule. Théodore de Senneville se trouvait à 2 allées d'elle, debout dans le gravier humide. Et il la regardait faire ce geste, comme si elle accomplissait quelque chose d'ancien et de précis. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il voulait comprendre. Elle avait 25 ans, une robe sombre trop simple pour ce jardin, et les mains d'une fille qui avait grandi dans la lumière du four. Lui en avait 30, un titre héritier, et l'habitude des femmes qui ne lui posaient jamais de questions difficiles. Voilà 6 mois qu'il lui écrivait 2 fois par semaine. Ce matin-là, il n'avait rien dit encore. Il attendait qu'elle parle, comme il attendait toujours. Parce que quand Séraphine parlait, les mots arrivaient avec une précision qui le désorientait de la façon la plus agréable qu'il connût. « Les arêtes font un prisme », dit-elle sans le regarder. Elle faisait tourner l'éclat lentement, et des taches de couleur se déposaient sur sa paume. Mon père disait que le verre cassé montre plus de couleur que le verre entier. Le défaut devient l'instrument. Théodore ne répondit pas tout de suite. Il regardait les taches de lumière sur sa main. Le narrateur pourrait s'arrêter ici. Sur cette image, sur ce matin de mars, sur ces 2 personnes qui avaient encore le luxe de ne pas savoir. Mais voilà ce qu'il faut dire. Dans 6 semaines, Théodore cessera d'écrire. Dans 8, il sera fiancé à Marguerite de Pontchalon, l'amie d'enfance de Séraphine. Dans 10, Séraphine sera debout dans un salon plein de bougies et de cristal. Et elle dira la seule phrase que personne dans cette pièce n'oubliera jamais. Voilà ce qui vient. L'anticipation est le piège. Et vous êtes déjà dedans. La scène reprend. Théodore traversa les 2 allées et s'assit sur le banc d'en face. Il ne vint pas s'asseoir à côté d'elle. Il resta là, à la distance d'un regard, et ne bougea pas. Le vent du matin déplaçait les feuilles mortes de l'hiver sur le gravier. Séraphine abaissa le morceau de verre et le tint contre sa jupe. Et ils restèrent ainsi sans parler pendant 1 heure entière. Lui immobile sur son banc, elle avec son éclat dans les mains. Et entre eux 2 allées de gravier, et quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui pesait déjà comme une certitude. Il faut revenir en arrière pour comprendre comment on arrive à ce banc, à ce silence, à cette heure. Novembre, 4 mois plus tôt, même jardin. Séraphine était assise seule, avec un livre d'optique ouvert sur les genoux. Newton, Optics, l'édition française que son père lui avait laissée avec ses carnets de formules. Elle lisait le chapitre sur la réfraction, un crayon à la main, des annotations dans les marges. Théodore de Senneville passait sur l'allée principale. Il s'arrêta. « Vous lisez Newton au jardin ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Séraphine leva les yeux. L'optique explique pourquoi le verre fait des couleurs. Mon père soufflait le verre depuis 40 ans et ne savait pas pourquoi le cobalt donne ce bleu particulier à la cuisson. Moi, je veux savoir. Théodore ne continua pas son chemin. Il s'assit sur le banc d'en face, pas à côté d'elle, en face, avec l'allée entre eux. Et il ne dit rien pendant un long moment. Séraphine retourna à son livre. Il resta. 1 heure passa. Quand elle referma Newton et se leva pour partir, il se leva aussi. « Ah, demain, dit-il, je passe devant une église à vitraux du XIIIe siècle. Est-ce que vous sauriez me dire comment la lumière passe à travers quelque chose d'aussi épais ?» Séraphine le regarda. Pas debout dans une allée. Ce fut la première lettre. Pendant les mois qui suivirent, décembre, janvier, février, les lettres arrivaient 2 fois par semaine à l'hôtel d'Avrigny, adressées à Madame la Comtesse, sous-titrées pour Mademoiselle Valtier. Théodore écrivait sur Chartres, sur les arcs-boutants,
sur la façon dont la pierre et le verre se parlent. Séraphine répondait sur les oxydes, sur la cuisson, sur son père qui disait que le bleu est la couleur la plus difficile parce qu'elle exige une température précise à la seconde près. Ce n'était pas une correspondance ordinaire. C'étaient deux personnes qui avaient trouvé la seule autre personne au monde à qui leur sujet importait vraiment. Ils se retrouvaient au Luxembourg les mardis et les jeudis, et parfois le samedi quand la comtesse d'Avrigny n'avait pas besoin de Séraphine. Les promenades duraient 2 heures. Il apportait des plans d'architecture. Elle apportait des éclats de verre dans une petite boîte en bois que son père avait faite. Ils ne se touchaient pas. Ils ne parlaient pas d'eux. Ils parlaient de lumière. Au dîner des d'Avrigny, en janvier, un invité, un conseiller au Parlement, homme de 50 ans avec l'assurance des gens qui n'ont jamais eu à mériter leur place, remarqua à voix haute, entre la soupe et le rôti, que le marquis de Senneville fréquentait beaucoup la dame de compagnie de la comtesse. « C'est original », dit-il avec le sourire de quelqu'un qui croit offrir un compliment. Théodore n'avait pas levé les yeux de son assiette. Mademoiselle Valtier est la fille d'un maître verrier, dont les pièces sont à Versailles, dans la galerie des Glaces et dans la chapelle royale. Si vous trouvez ça original, c'est que vous ne comprenez pas le vers. Le conseiller avait souri différemment. La table avait continué. Séraphine n'avait pas regardé Théodore. Elle avait posé sa fourchette, l'avait reprise et avait mangé le reste du dîner sans rien dire. Mais quelque chose dans sa façon de tenir le couteau avait changé, quelque chose de plus droit, de plus assuré. En février, dans la bibliothèque de l'hôtel d'Avrigny, Séraphine lui montra un morceau de verre brut qu'elle avait reçu de Lorraine. Pas soufflé, pas travaillé, encore à l'état de matière première, avec ses inclusions de fer et ses stries de refroidissement. Elle le posa dans la paume ouverte de Théodore, et elle ne retira pas sa main. Ses doigts refermèrent les siens autour du verre. « Tiens-le contre la lumière, dit-elle. Mais serre. Il coupe si on le tient mal. » Il leva la main vers la fenêtre. La lumière de février traversa le verre brut et fit apparaître des couleurs que personne n'aurait soupçonnées dans cette matière grise et rugueuse. Séraphine retira sa main. Théodore garda le verre serré dans son poing une longue seconde avant de le reposer sur la table. Ce fut le 3e moment. Ils en étaient bussés là. 3 moments, 20 lettres, 6 mois, quand Marguerite de Pontchalon commença à paraître aux promenades du Luxembourg. La première fois, ce fut un vendredi de la mi-mars. Marguerite était une amie d'enfance de Séraphine. Une femme de 26 ans élevée dans la certitude que briller est la seule forme de valeur. Elle arriva avec des gants frais et un sourire sans effort, salua Théodore comme si elle le connaissait depuis toujours. Ce qui, par les réseaux des salons parisiens, était presque vrai. Et resta 20 minutes avant de repartir. La 2e fois, ce fut la semaine suivante. La 3e fois, la semaine d'après. Fin avril. Le Luxembourg était en bourgeon. Les allées sentaient la terre mouillée et les marronniers commençaient à faire de l'ombre. Marguerite était là pour la 3e promenade consécutive. Elle marchait à la gauche de Théodore, parlait de la réception des d'Orléans, riait de quelque chose qu'il avait dit. Séraphine marchait à sa droite et ne disait rien. Puis Marguerite s'éloigna vers un marchand de fleurs au bout de l'allée. Et Séraphine dit, sans tourner la tête vers Théodore, « Elle est toujours là maintenant. »« C'est ton amie, » dit Théodore. Séraphine s'arrêta. Elle le regarda. « C'est ton prétexte. Quand elle est là, tu n'as pas besoin de me parler seul. Tu te caches derrière elle. » Théodore ne répondit pas. Il regardait le bout de l'allée où Marguerite examinait des tulipes blanches. « Je ne te demande pas de choisir, » dit Séraphine. « Je te dis ce que je vois.
Et ce que je vois, c'est un homme qui a besoin d'un témoin pour ne pas avoir à être seul avec moi. Il ne dit toujours rien. Ce silence avait une texture particulière, pas le silence de quelqu'un qui ne sait pas quoi répondre, mais le silence de quelqu'un qui sait exactement et refuse de le formuler. Marguerite revint avec des macarons dans une serviette de papier. « Pour les pigeons ?» dit-elle gaiement. « Ou pour nous, si on est honnête ?» Elle entendit l'un à Séraphine, un à Théodore. Le sujet mourut là, dans le sucre rose et la poudre d'amande. Mais Séraphine avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. La mécanique. Pas encore la campagne. Ça, elle ne le comprenait pas encore. Mais le comportement de Théodore, sa façon de se diluer dans la présence de Marguerite, de parler plus facilement quand il n'était pas seul à porter le poids de ce qu'il ressentait. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est ce que Marguerite faisait les mardis à 3 heures de l'après-midi. Ce fut un mardi de la dernière semaine de février. Elle l'avait daté plus tard, recoupé avec les lettres, que Séraphine passa rue de l'hôtel Senneville pour une course que la comtesse lui avait demandée. Elle reconnut la calèche de Marguerite garée devant la porte, les armes de Pontchalon sur le panneau de Lac Noir, les chevaux gris qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elle s'arrêta sur le trottoir. La douairière Adélaïde de Senneville n'avait aucun lien avec la Lorraine, aucun lien avec les Pontchalon que Séraphine connut. Marguerite n'avait aucune raison d'être chez la mère de Théodore un mardi à 3 heures de l'après-midi. Séraphine compta les raisons possibles. Il n'y en avait pas. Elle resta immobile devant la calèche pendant ce qui lui parut une minute entière. Puis, elle repartit sans entrer, sans regarder en arrière, emportant la course de la comtesse et quelque chose d'autre qu'elle ne savait pas encore nommer. Les lettres de Théodore s'espacèrent. Une fois par semaine, puis tous les 15 jours, puis une lettre courte, début mars, sur un sujet architectural qu'il ne développait pas, sans question à la fin. Puis plus rien. Mais, l'antichambre de l'hôtel d'Avrigny, le matin. Séraphine traversait la pièce quand elle vit le journal posé sur le guéridon. Le Mercure de France, ouvert à la page des annonces sociales. Elle ne cherchait pas à lire. Elle s'arrêta parce que le nom de Senneville lui sauta aux yeux comme une pierre. Fiançailles de monsieur le marquis Théodore de Senneville avec mademoiselle Marguerite de Pontchalon. Elle posa le journal à l'endroit où elle l'avait trouvé. Elle alla jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure, regarda les pavés mouillés de la matinée et resta là sans bouger pendant assez longtemps pour que la femme de chambre qui passait dans le couloir change de direction pour ne pas la déranger. La semaine précédente, Théodore était venu rendre un livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque d'Avrigny. Séraphine descendait l'escalier quand elle l'avait vu dans le vestibule. Ils s'étaient trouvés debout, à 1 mètre l'un de l'autre, sous le lustre éteint du couloir. Théodore tenait le livre contre sa poitrine avec les 2 mains. Il avait ouvert la bouche une fois, puis il avait posé le livre sur la console et il était sorti. Elle était restée dans le vestibule avec le livre entre les mains. Traité de l'architecture des cathédrales, d'eau de cuir bordeaux, et elle avait compris que ce n'était pas une visite. C'était une retraite. L'invitation à la réception des fiançailles arriva 3 jours après le journal. Elle était adressée à la comtesse d'Avrigny. La réception aurait lieu dans ses propres salons. Séraphine alla trouver madame d'Avrigny dans son cabinet de travail. La comtesse était une femme de 52 ans, avec des yeux qui ne perdaient rien, et une façon de peser ses mots comme si chacun coûtait. « J'irai » dit Séraphine. Madame d'Avrigny posa sa plume. « Tu as réfléchi à ce que ça veut dire ?» Elle répondit simplement « Oui ». La comtesse la regarda un long moment. « Tu n'as pas de robe convenable pour 40 invités. » Elle se leva et alla vers l'armoire au fond de la pièce.
La bleue nuit. Elle est à toi pour ce soir-là. Elle posa la robe sur le dossier du fauteuil et ne dit rien d'autre. Séraphine prit la robe. La reconstitution se fit dans les jours qui précédèrent de la réception. Séraphine n'avait pas de documents, pas de lettres interceptées, pas de confidence arrachée. Elle avait une calèche, une date, et l'enchaînement des faits posés les uns après les autres, comme des éclats de verre sur une table de lumière. La calèche de Marguerite devant l'hôtel Senneville. Dernier mardi de février. L'espacement des lettres de Théodore. À partir de la 2e semaine de mars. 3 semaines entre les deux. La douairière Adélaïde de Senneville n'avait aucun lien avec la Lorraine, aucun lien connu avec les ponts de Chalon. Ce que Marguerite pouvait avoir à faire chez la mère de Théodore un mardi à 3 heures. Séraphine ne le savait pas avec certitude. Mais elle connaissait Marguerite depuis 20 ans. Et elle connaissait ce que la douairière représentait. La seule personne dont Théodore ne pouvait pas ignorer l'opinion. Ce n'était pas une rivalité, c'était une campagne. Marguerite n'avait pas séduit Théodore. Elle avait dégagé le chemin, elle avait retiré les obstacles, facilité les accès. Puis elle était allée voir la mère avec la question la plus simple et la plus dévastatrice. Une fille de verrier dans votre famille? Pas une attaque, une question. La douairière avait convoqué Théodore. Pourquoi compliquer? Et Théodore, qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, avait cédé. Le soir de la réception, Séraphine attacha la robe bleu nuit avec les mains de quelqu'un qui prépare quelque chose de précis. Elle ne se regarda pas dans le miroir plus longtemps que nécessaire. Elle descendit dans le salon d'Avrigny à 20 heures, quand les 40 invités étaient déjà là, quand les bougies étaient allumées et que le cristal renvoyait leur lumière en éclats sur les murs. Elle vit Théodore, immédiatement. Il se tenait près de la cheminée, droit, les mains dans le dos. Marguerite était à son bras en robe ivoire et perles. Elle était belle avec la beauté précise des femmes qui ont appris que la beauté est une stratégie. Séraphine alla vers le mur du fond et prit un verre qu'elle ne but pas. Marguerite traversa le salon 20 minutes plus tard. Elle s'approcha de Séraphine avec le sourire de quelqu'un qui a gagné et qui veut que l'autre le sache. « Il m'a choisi », dit-elle. Séraphine la regarda. Elle ne baissa pas les yeux, ne les détourna pas. Elle dit à voix basse, audible par les 5 ou 6 personnes qui se trouvaient à moins de 2 mètres. « Il t'a choisi parce que tu étais plus facile. » Marguerite se figea. Ce n'était pas une gifle, c'était une radiographie. Une image nette, sans ombre, qui montrait l'os sous la chair. 3 secondes passèrent. Puis Marguerite dit « Tu es amère. C'est naturel. » « Non, » dit Séraphine. « Je suis précise. Tu n'as pas gagné un homme, Marguerite. Tu as dégagé le chemin vers un homme qui n'avait pas le courage de marcher seul. » Marguerite ne tremblait pas de rage. Elle tremblait de quelque chose de pire, de reconnaissance. Quelque chose dans ses yeux dit qu'elle savait que c'était vrai, qu'elle l'avait toujours su, et que c'était ça le problème avec Séraphine depuis 20 ans. Elle voyait. Le salon murmura. Madame d'Avrigny apparut à l'épaule de Séraphine. « C'est courageux, » dit-elle à voix basse. « Ce n'est pas gratuit. » Théodore trouva Séraphine dans le corridor derrière le salon, 10 minutes plus tard. Il marchait vite, la mâchoire serrée. « Tu n'avais pas le droit, » dit-il. Séraphine s'arrêta et se retourna. « Tu as arrêté de m'écrire en mars. Pas un mot d'explication, pas un billet, rien. J'ai appris tes fiançailles par le journal posé dans l'antichambre de ta patronne. » Elle le regarda. Lequel de nous deux a perdu des droits? Il ouvrit la bouche, la referma. « Tu pouvais me dire que tu ne savais pas comment continuer, » dit-elle. « Tu pouvais me dire que ta mère s'y opposait, que la situation était compliquée, que tu avais peur. »
J'aurais compris. Peut-être pas accepté, mais compris. Au lieu de ça, tu as rangé les lettres comme on range un meuble dont on n'a plus besoin. Et tu t'es laissé fiancer à mon ami d'enfance. Théodore dit. Mon père a perdu la cour pour une conviction. Ma mère a tenu ce domaine seule pendant 10 ans après ça. Elle m'a appris à ne pas... Je sais ce qu'elle t'a appris, dit Séraphine. Et ce soir, ça a l'air d'avoir marché. Elle le laissa dans le corridor. Dans le salon, pendant ce temps, Marguerite avait trouvé la douairière Adélaïde de Senneville, qui était venue pour la réception, et lui rapportait la scène avec le soin d'une personne qui présente un dossier. La douairière écouta. Puis elle dit, de la voix tranquille des femmes qui n'ont plus besoin d'élever le ton, « Mademoiselle de Pontchalon, vous m'aviez dit en février que cette jeune femme n'avait aucune éducation. » Elle regarda Marguerite. Or, la seule personne sans éducation ce soir est celle qui sourit en humiliant une amie d'enfance. Marguerite blêmit. La douairière ne défendait pas Séraphine. Elle lâchait Marguerite, ce qui était plus précis et plus douloureux. Et en parlant, elle avait confirmé ce que Séraphine avait seulement suspecté. Les visites de février avaient eu lieu. Le vicomte de Fréjac prit Théodore à part dans l'embrasure d'une fenêtre, à l'écart des autres invités. Fréjac était un ami d'enfance de Théodore, un homme sans fortune et sans illusion, qui avait l'habitude de dire ce que les autres pensaient sans le formuler. Elle t'a dit la seule chose que personne n'osait te dire, dit Fréjac. Théodore garda le silence. Ton père s'est battu pour un ami devant le roi. Il a perdu la cour, la faveur, la moitié de ses terres. Tu avais 20 ans, tu t'en souviens. Fréjac le regarda. Lui, il s'est battu pour un ami. Toi, tu n'as même pas su te battre pour une femme. Théodore se tourna vers la fenêtre. Dehors, le jardin derrière l'hôtel d'Avrigny était dans le noir, et on voyait la terrasse de pierre et les massifs de buis taillés. Séraphine était dehors. Madame d'Avrigny trouva Séraphine en privé, dans le petit salon attenant qui servait d'antichambre aux invités. Séraphine tenait son verre vide. La comtesse s'assit en face d'elle. « J'ai un poste au domaine d'Avrigny, en Bourgogne, » dit-elle. « Pas une fuite. Un endroit où le verre compte plus que le nom, où les gens ne savent pas ce qui s'est passé ce soir, et où il y a une fenêtre au nord pour un atelier. » Elle marqua une pause. « Mais tu as quelque chose à finir d'abord. » Tout le monde savait, dit Séraphine. Sa voix était calme, trop calme, avec cette qualité du calme qui précède quelque chose. Madame d'Avrigny ne nia pas. Tout le monde savait. Personne n'a parlé, moi non plus. C'est ma lâcheté à moi. Elle posa les mains sur ses genoux. La Bourgogne est ouverte quand tu es prête. La terrasse derrière l'hôtel d'Avrigny était en pierre grise, bordée d'un muret bas, avec les massifs de buis qui sentaient l'humidité de la nuit. Séraphine y était sortie par la porte-fenêtre du fond du salon, et elle se tenait contre le muret, les mains à plat sur la pierre froide, à regarder le jardin dans le noir. Elle entendit les pas sur les dalles derrière elle. Elle ne se retourna pas. Théodore s'arrêta à 2 mètres. Il laissa passer un moment. Puis il dit « Tu savais ». Séraphine se retourna. « Ta calèche devant l'hôtel Senneville. Un mardi de février, 3 heures de l'après-midi. Marguerite n'a aucune raison d'être chez ta mère. Ta mère ne connaît personne en Lorraine, et les Pontchalon ne lui sont rien. » Théodore avait blêmi. Dans la lumière qui venait des fenêtres du salon, son visage avait perdu quelque chose. « J'ai vu une calèche, » dit Séraphine. « Le reste, je l'ai compris. Ce que je n'ai pas compris, c'est toi. » Elle fit un pas vers lui. « 20 lettres. 6 mois. Tu m'as écrit sur Chartres, sur le verre, sur comment la lumière traverse les choses solides. Tu m'as posé des questions sur mon père comme si son travail
était un mystère qui t'importait. Et quand ta mère a dit « Quote 0 », tu as rangé les lettres et tu as choisi ce qui ne coûtait rien. « Tu ne comprends pas ce que ça représente », dit-il. Ma mère a tenu ce domaine après la disgrâce de mon père. Elle a payé les dettes, maintenu les alliances, refusé que tout s'effondre. Quand elle dit que quelque chose est une complication. Ton père est mort pour une conviction, dit Séraphine. Sa voix ne montait pas. Elle était plus basse que d'habitude, plus nette. Et toi, tu es vivant sans aucune. C'est pire? C'est mieux? Je ne sais pas. Mais je sais que tu m'aimais et que tu as cédé. Et que céder n'est pas un mot d'amour. Théodore ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas de la honte, pas encore, mais le début de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Des pas sur les dalles. Marguerite venait de passer par la porte-fenêtre. Elle s'arrêta à l'entrée de la terrasse. Elle avait entendu la fin. Les trois personnes restèrent immobiles un instant, dans la lumière diffuse qui venait du salon, avec le jardin noir derrière elles et le bruit lointain des conversations à travers le verre. Séraphine se tourna vers Marguerite. 20 ans, tu savais. Marguerite ne sourit pas, elle dit, et sa voix était plus vraie que tout ce qu'elle avait dit ce soir-là. Je savais qu'il ne se battrait pas. Alors, j'ai pris ce qui était là. Séraphine la regarda longtemps. Ce n'était pas de la rage dans ses yeux. C'était quelque chose de plus difficile à porter, de la tristesse précise des choses qu'on ne peut pas réparer parce qu'elles ne se sont pas cassées par accident. Tu aurais pu trouver un homme qui te choisisse, dit Séraphine. Pas un homme qu'on n'avait pas besoin de convaincre. Tu savais qu'il ne se battrait pas, tu as utilisé ça. Mais toi, dans tout ça, tu méritais mieux que de construire quelque chose sur la fatigue d'un autre. Marguerite dit, « Tu crois que la vérité te donne le dessus ?» Non, dit Séraphine. La vérité ne me donne rien ce soir. Je perds un homme, une amie, et probablement ma place chez la comtesse. Elle regarda Marguerite, puis Théodore, puis la nuit derrière eux. La vérité coûte. Mon père le savait. Il disait que le verre ne ment pas et que c'est pour ça qu'il casse. Un silence s'installa sur la terrasse. Dans le jardin, quelque chose bougea dans les buis. Un chat ou le vent. La porte-fenêtre s'ouvrit. Madame d'Avrigny apparut sur le seuil, une bougie à la main, et regarda les trois personnes sur la terrasse sans parler. Séraphine porta la main à son cou. Elle détacha le pendentif de verre de Murano que son père avait soufflé. Un disque de verre bleu et or, translucide, la seule chose qu'elle portait toujours. Elle le posa sur le muret de pierre, doucement, sans geste théâtral, comme on pose quelque chose qu'on n'a plus besoin de tenir pour savoir qu'on l'a. « Je n'ai plus besoin de porter ça pour savoir d'où je viens, » dit-elle. Elle rentra. Elle passa devant Madame d'Avrigny dans l'encadrement de la porte, traversa le salon avec la robe bleue nuit et les mains vides, et passa devant la douairière de Senneville, qui se trouvait près de la cheminée. La douairière la regarda passer. Elle ne dit rien. Elle la regarda passer, c'est tout. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui n'était pas de l'admiration ni de la condescendance, mais quelque chose de plus difficile à définir. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance tardive. 3 semaines après la soirée des fiançailles, le domaine d'Avrigny en Bourgogne était sous un ciel de juin qui commençait à tenir ses promesses. Séraphine avait installé son atelier dans l'aile nord du domaine, là où la fenêtre exposée au nord donnait une lumière constante sans le direct du soleil, la lumière exacte qu'il faut pour voir le verre tel qu'il est, sans flatterie. Elle soufflait depuis 3 semaines, refaisait les gestes que son père lui avait appris à 12 ans.
et chaque pièce qu'elle produisait avait encore quelque chose d'imparfait. Une bulle, une strie, un léger gauchissement au refroidissement. Elle les gardait quand même. Elle les alignait sur l'étagère du fond, comme des preuves de quelque chose en train de se reconstruire. Ce matin-là, elle entendit un cheval dans la cour. Elle sortit de l'atelier. Théodore était là, à cheval, seul, sans domestique, avec la poussière de la route sur son manteau. Il n'avait pas prévenu. Il n'avait pas rompu les fiançailles. Il les avait suspendues. Ce qui était une chose différente, une chose à mi-chemin entre le courage et la lâcheté. Et il le savait. Il descendit de cheval. Il ne dit pas bonjour. Il dit « Je ne sais plus faire semblant ». Séraphine attendit. Chez Marguerite, chez ma mère, dans les salons. Je joue un rôle depuis 3 mois et je le joue mal. Et tout le monde fait semblant de ne pas voir. Il la regarda. Tu es le seul endroit où je n'en ai pas besoin. Séraphine s'approcha de lui. Elle prit son visage entre ses mains qui sentaient la cire et le verre chaud. Et elle l'embrassa brièvement, les lèvres fermées, quelques secondes. Puis, elle recula. « Quand tu auras rompu, dit-elle, reviens, pas avant. » Il la regarda un long moment. Puis il remonta à cheval et repartit sur la route de Bourgogne. Et Séraphine rentra dans son atelier et reprit le chalumeau. Ce soir-là, elle souffla un verre, le leva vers la lumière de la fenêtre nord. Parfait. Pas une bulle, pas une strie, les parois d'une régularité égale sur tout le pourtour. Le premier depuis la mort de son père qu'elle réussissait sans défaut. Elle le posa sur la table et resta à le regarder jusqu'à ce que la lumière change. Madame d'Avrigny entra dans l'atelier un matin de la fin de l'été, avec une lettre sur un plateau. « De Paris », dit-elle. L'écriture de Théodore. Séraphine posa son chalumeau. Elle prit la lettre, l'ouvrit. 3 pages serrées. Pas un mot sur eux, pas un mot sur la soirée des fiançailles, pas une déclaration. 3 pages sur les oxydes de cobalt et la façon dont la cuisson affecte l'intensité du bleu. Sur un maître verrier de Chartres qu'il avait trouvé et rencontré. Sur une technique de soufflage lorraine qu'il avait découverte dans un traité du XVIIe siècle. La lettre se terminait par une question sur la composition des vers de son père. Séraphine relut la lettre une fois. Elle la posa sur la table, à côté du vers parfait. Elle attendit 3 jours. Le 4e matin, elle prit une feuille et répondit « Sur le verre, sur les oxydes, sur la question qu'il avait posée. Sur eux, rien. » L'automne vint sur la Bourgogne avec ses lumières obliques et ses matins qui sensaient la vendange. La réponse de Théodore arriva une semaine après que les premières Tödderfeuilles eurent de tourné. Séraphine ouvrit la lettre à la table de l'atelier. La première page, le vert, Chartres, les couleurs. La 2e page, encore le vert, une question sur la cuisson du rouge. Et puis, au début de la 3e page, une ligne sur Marguerite. Elle m'a dit que j'aurais dû me battre. Elle avait raison. Elle aussi le savait, je crois, depuis le début. Séraphine lut la ligne 2 fois. Elle imagina Marguerite disant ça. Marguerite avec sa façon de voir les mécaniques des gens. Cette lucidité froide qu'elle avait toujours eue et qui l'avait conduite à faire ce qu'elle avait fait. Elle avait pris ce qui était là parce qu'elle savait qu'il ne se battrait pas. Et à la fin, elle lui avait dit qu'il aurait dû. C'était Marguerite tout entière, dans une phrase. La lettre continuait. À la fin de la 3e page, Théodore avait écrit « Mon père est mort pour un ami. Pendant 20 ans, j'ai cru que c'était une erreur, que les convictions coûtent trop cher et que le prix n'en vaut pas la peine. Je ne sais pas encore pourquoi je suis prêt à mourir, mais je sais pourquoi je suis prêt à me battre.
Séraphine plia la lettre. Elle la glissa dans le tiroir de la table de l'atelier, à côté de l'éclat de verre du Luxembourg. Celui qu'elle avait levé vers la lumière de Mars. Celui qu'elle lui avait mis dans la main dans la bibliothèque d'Avrigny. Celui qu'elle portait dans sa poche depuis des mois comme une boussole. Sur la fenêtre de l'atelier, le pendentif de Murano était accroché à un clou de fer. Madame d'Avrigny l'avait fait envoyer depuis la balustrade de la terrasse. 3 jours après la soirée, sans commentaire. Juste le pendentif dans une petite boîte en bois avec un billet qui disait « Il était sur la pierre. Je l'ai fait porter. » Chaque matin, la lumière traversait le verre bleu et or et dessinait sur le mur de l'atelier un cercle de couleurs qui se déplaçait lentement avec le soleil. Séraphine le regardait parfois en travaillant. Pas longtemps, juste le temps de vérifier que la lumière était là. Elle prit une feuille et commença à écrire. Sur le verre, sur les oxydes, sur la question de la 3e page. Elle écrivit pendant 1 heure, avec la précision et la franchise de quelqu'un qui sait maintenant exactement ce qu'elle vaut et ce qu'elle attend. Sur eux, pas un mot. Pas encore. Il y avait des lettres à écrire d'abord, des questions à poser, de la lumière à faire traverser des choses solides. Il y avait un homme qui apprenait à se battre, et une femme qui n'attendait pas, qui travaillait, qui soufflait, qui construisait. L'histoire ne se fermait pas. Elle s'ouvrait comme le verre quand on le lève vers la lumière, avec tous ses défauts visibles, toutes ses couleurs, et la certitude que ce qui ne ment pas finit toujours par montrer plus que ce qu'on croyait voir.